Bienvenue sur la chaîne Pan-African Talk, chaîne qui est dédiée aux faits et personnalités historiques de la communauté noire. Emmett Till, surnommé Bobo, est un jeune garçon de 14 ans qui fut enlevé, torturé et sauvagement assassiné le 28 août 1955 alors qu'il passait des vacances dans la ferme de son grand-oncle dans le Mississippi. Son corps sans vie fut retrouvé le 31 août par un pêcheur dans la rivière Tallahatchie, avec attaché à son cou, par un fil barbelé, un ventilateur de machine à trier le coton. Cette histoire triste et traumatisante a été dévoilée grâce au courage de sa mère qui n'est rien d'autre que Mamie Till Mowgli. Cette histoire vous sera racontée en 3 parties. Mamie Carfan, qu'on appellera plus tard Mamie Till Mowgli, est née le 23 novembre 1921 dans une petite ville près de Weeb dans le Mississippi. Elle fut le seul enfant de John et Alma Carfan. À cause de divers soucis qu'engendrait la loi Jim Crow, de son envie d'arrêter d'être exploité dans les champs de coton et à cause de la naissance de Mamie, John et sa femme Alma décidèrent de quitter le sud et d'émigrer au nord des États-Unis. John partit seul afin de trouver du travail et il en trouva dans la petite ville industrielle d'Argo dans l'Illinois, près de Chicago. Alma et Mamie le rejoignent quelque temps après. Mamie n'avait que 2 ans. Malheureusement, l'union de John et Alma ne dura pas. Ils divorcèrent alors que Mamie n'avait que 13 ans. Touchée par cet événement, Mamie se plongea dans ses études et devint une étudiante brillante. À la suite de ce divorce, Mamie partit vivre avec sa mère. Alma, la mère de Mamie, était une femme stricte. Membre de l'Église fondamentaliste de Dieu en Christ, elle avait espoir que son unique enfant réussisse dans la vie. À l'époque, les femmes n'avaient que pour ambition de se marier et Alma désirait beaucoup plus pour sa fille. Alma, comme John, voulait qu'elle termine le secondaire et qu'elle soit diplômée. Cela malgré le faible taux d'enfants noirs diplômés à l'époque. Mamie fut la première étudiante noire à figurer sur le tableau d'honneur de son école et la 4e étudiante noire à être diplômée du lycée communautaire d'Argo, une école qui était pourtant à prédominance blanche. Très à cheval sur certaines règles, Alma obligeait sa fille à respecter un certain code de conduite. Elle n'avait pas le droit de courir dehors avec les autres et il devait lui dire toutes ses allées et venues en dehors de l'école. Mais malgré toutes ces restrictions, Mamie avait un peu de répit lorsqu'elle partait en vacances chez sa famille dans le Mississippi. Elle allait chez une tante qui lui permettait de passer du temps avec des jeunes de son âge lors de pique-niques organisés par l'église. Nous pourrions croire que cette relation mère-fille était compliquée et tendue, mais bien au contraire. Alma et Mamie étaient fusionnelles. Ces femmes aidaient énormément la communauté noire lors de la migration afro-américaine. Elles ont accueilli chez elles des membres de leur famille et amis, mais aussi divers membres de la diaspora qui migraient vers le nord. À ses 18 ans, Mamie rencontra un jeune homme qui habitait à Madrid dans le Missouri. Ce jeune homme se nommait Louis Till. Il travaillait dans l'Argo Corn Company, était boxeur amateur et avait pour réputation d'être un coureur de judo. Mais Louis avait repéré Mamie et avait jeté son dévolu sur elle. À force d'insistance et de belles paroles, il finit par avoir un rendez-vous avec elle et de là commença leur relation. Mais les parents de Mamie désapprouvaient, car ils connaissaient la réputation de Louis. Sur l'insistance d'Alma, Mamie mit un terme à leur relation. Mais ça ne serait compté sur la ténacité de Louis qui finit par regagner le cœur de Mamie et lui demanda en mariage. Ils se marièrent le 14 octobre 1940, tous deux alors âgés de 18 ans. 9 mois plus tard, le 25 juillet 1941, à l'hôpital du comté de Cook à Chicago, Mamie donna naissance à un petit garçon qu'ils appelèrent Emmett Louis Till. Malheureusement, ce bonheur fut de courte durée.
Louis s'avérait être un homme violent. Alors qu'Emmett n'avait que quelques mois, Mamie déposa une ordonnance au tribunal contre son mari. Ils divorcèrent en 1942 et Louis fut contraint de choisir entre s'engager à l'armée ou aller en prison. Le fut vite fait. Il choisit l'armée. Emmett ne connaîtra jamais son père, car 3 ans plus tard, Mamie reçut une lettre du ministère de la Défense l'informant sans autre explication que son ex-mari avait été condamné, puis exécuté en Italie pour faute informelle. Elle apprendra 2 mois après que Louis avait été condamné pour viol et meurtre. Avec cette lettre, elle avait reçu le seul effet personnel de Louis, qui était une chevalière en argent gravée de ses initiales et de sa date de naissance. Elle conserva la bague et se dit qu'elle le transmettrait à Emmett le moment venu, pensant que c'était peut-être ce que Louis aurait voulu, et ne parla plus jamais de Louis à son fils. Malheureusement, l'année suivante, alors qu'Emmett n'avait que 6 ans, il contracta la polio. Avec le manque de soins médicaux pour les Afro-Américains, Mamie fut contrainte de soigner son fils avec ses maigres moyens et avec l'aide de sa mère. Le garçonnet frôla la mort et par miracle, il se rétablit en gardant quelques séquelles dont un léger bégaiement et un léger boitement. Au début des années 1950, Mamie et Emmett déménagèrent au 6427 South St. Lawrence Avenue à Chicago. John et Alma s'étaient tous deux remariés et avaient quitté Argo. Alma vivait à Chicago et John à Détroit. Mamie fit la rencontre d'un homme du nom de Jenny Pink Bradley. Ils se marièrent mais divorcèrent 2 ans plus tard. Malgré son travail prenant, Mamie était très proche de son fils. Alma, toujours présente pour sa fille, s'occupait d'Emmett pendant que Mamie partait travailler, ce qui créa une relation profonde entre la grand-mère et son petit-fils et renforça sa relation avec sa fille. Mamie était également très proche des militants pour les droits civiques de l'époque. Elle fit la rencontre d'un homme militant appelé Jenny Mobley Jr., qui fut un ami, un soutien pour elle, mais également un ami pour Emmett. En 1954, Emmett était devenu un jeune homme et aidait énormément sa mère. Elle avait un emploi de secrétaire dans l'armée de l'air et n'avait pas beaucoup de temps pour elle. Alors Emmett fit tout pour lui faciliter la vie, s'appliquant à faire les tâches ménagères, préparant le repas et l'aidait à payer également quelques factures en faisant quelques petits jobs pour les personnes âgées du quartier. Malgré son côté un peu malicieux et taquin, Emmett avait bon cœur, mais comme tout adolescent, avait droit de temps à autre à un recadrage de sa mère. Afin de récompenser tous ses efforts, Mamie et Alma lui offrirent, lors des fêtes de Noël, un magnifique costume et mémorisèrent ce moment. Été 1955, Mamie décide de prendre des vacances au Nebraska et ainsi rendre visite à de la famille, et souhaite que son fils l'accompagne. Mais Emmett, jeune adolescent qui, malgré le fait d'être très proche de sa mère, avait envie de passer du temps avec des jeunes de son âge. Et ça tombait bien, leur oncle Moses Wright l'avait invité, ses cousins et lui, à venir passer des vacances avec lui dans sa ferme dans le Mississippi. In infamy, so far as I'm concerned. I got up that morning, and for some reason, we couldn't get out of that house. We were supposed to meet Moses down at 12th Street Station. We could hear the whistle blowing as we got to the steps. He tore up the steps. I said, wait a minute. I said, you didn't kiss me goodbye. Where are you going? How do I know I'll ever see you again? And he said, oh, Mama, he really scolded me. And I wondered why I said a dumb thing like that. But he turned around, came back, he gave me the kiss, and then he gave me his watch. He said, here, take this watch. I won't need it where I'm going. And I said, okay, I'll wear it. And I put it on. And I said, what about your ring? Because I'd given him his daddy's ring. First time. He said, well, I'm going to show this off to the fellows. De son côté, Emmett est le garçon le plus heureux du monde. Il part en vacances avec ses cousins et pourra se faire un peu de sous sur les champs de coton avec son oncle Moses. Connaître la campagne et voir autre chose que le béton de Chicago.
Il sait que la vie n'est pas pareille dans le sud et que d'après les dires, cela peut être dangereux. Mais que pourrait-il bien lui arriver dans le confin du Mississippi? Lors de son arrivée, il s'installa dans l'une des chambres de la ferme de l'oncle Mo et montra son héritage à ses cousins. Le matin, ils allèrent sur les champs avec son oncle et l'après-midi, ils profitèrent de leurs vacances. Puis un jour, Emmett, ses cousins Wheeler, Simon, leur voisine Ruth, ainsi que 4 autres garçons, décidèrent de partir acheter des bonbons à Monet. Ils trouvèrent une petite épicerie qui s'appelait Bryant's Store, qui était tenue par un couple de blancs, Roy et Caroline Bryant. To get 10 cents worth of bubble gum. He put the money into her hand. Just like that. And she jerked her hand back. So that was it. He and I left the store together. We didn't have any conversation with Mrs. Bryant. We left together. She came out of the store and went to her car, which was parked on the north side of the store. And as she was going to her car, that's when Emmett whistled at her, the famous wolf whistle. Yes, he whistled at Carolyn Bryant when she came out of the store. No one knew that he was going to whistle. And when he whistled, it scared everybody in the bunch. And when he saw our reaction, he got scared. Miss Bryant came out, and she was going to her car, and someone said that she was going for a gun. We all panicked, including Emmett. We jumped in the car, and when we got in the car just wasn't moving fast enough. And we sped down the gravel road, and we looked behind us, and there's a car behind us. So we thinking that they're after us. So we pick up some speed, pull to the side of the road, and jump out of the car, and we ran down through the cotton field. And as we ran through the cotton field, the cotton bolls were kind of green, they were hitting our legs, and some of us fell over each other, and the car went right on by. So we said, well, nothing to that. And Emmett Till begged us not to tell our grandfather what happened, and we didn't. Our neighbor, Ruther May Crawford, she told us that we was going to hear some more about that. And I didn't think nothing of it, because I'd never heard of anything like that before. 3 days had gone by, and this girl told us, Ruth told us, hey, you guys are going to hear some more about this. We had heard this colored man said that they was going to get him. That's how we knew to go back to tell Mose Wright to take the boys to Grenada to the train station, put them on the train. He didn't do it. So actually we forgot about it. We were 16, 12, 13, 14, 16 years old. So we went to Greenwood. We all said, well, we going to town. We had picked some cotton and made some change, and my older brother said, well, I'm going to take y'all to Greenwood. I carried them all to Greenwood around 12 or 12:30. I brought them back out. Après cette petite virée à Greenwood, les Crawford étaient rentrés chez eux et tout le monde dans la ferme de l'oncle Mo était couché. Ils pensèrent que cela n'avait peut-être pas été si grave. Mais aux environs de 2 heures du matin, And about 2:30 in the morning, thereabout, I could hear people outside talking. And they talking about Emmett, and they talking about the boy from Chicago. They didn't say Emmett. They said there's a fat boy from Chicago. And they told my grandfather they wanted to talk to him. I looked out the windows just like daylight, and I said, my Lord, I said, look at the cars. But I didn't know where they was going. So at the time, I could see this black man get out of the car, went to the back, and the white went to the front. This is Mose Wright. I am the uncle of Emmett Louis Till. Sunday morning, about 2:30, someone called at the door. And I said, who is it? And he said, this is Mr. Bryant. I want to talk with you and the boy. And when I opened the door, there was a man standing with a pistol in one hand and a flashlight in the other hand. And he asked me, did I have 2 boys there from Chicago? I told him I have.
And he said, I want the boy that done all that talk. So they came to my room first, and they had a pistol in one hand, a flashlight in the other, and they looked on me and Maurice, who's in bed with me, and they recognized that Maurice or myself, we weren't the one that they were looking for. So they passed on through the house to the third room where Emmett was in the bed with Simi. And so we marched on around through 2 rooms, and I found the boy in the 3rd room in the bed with my baby boy. I hear this noise in the bedroom, and I look up and I see this Roy Bryant. I knew him. And I saw the other tall, bald-headed man. They was hollering and fussing. They told me to lay back down and go to sleep. But I kept my eyes open and saw what was going on, that they was going to take Emmett. And at that point, I didn't know where they was going to take him. I said, well, maybe they're going to take him home. They aroused him out of the bed, and I don't think he really knew what was going on. So he was answering their question, but he wasn't saying yes, sir, and no, sir. So they became irate about that. And they started cursing and swearing. And I think he wanted to put on his socks or something with his shoes. And it was a terrifying experience. He had no idea what was going on, really. Yeah, had no idea the kind of people that he was dealing with, he was faced with. He had no way of conceiving what the South was like, no kind of way. In the room, my mom, she offered them money not to take the boy, and that's when Roy kind of hesitated. But Marlon wouldn't have nothing of it. He had made up his mind. He was the one with the gun. He had a .45 in his hand, and he was calling the shots. And he claimed that he was just going to take him up the road and just whip him and turn him loose. That's what he said he was going to do. They were telling my grandfather he's not the one, they was going to bring him back. And they left. And after they left, nobody said anything to anybody. And they marched him to the car, and they asked someone there, was this is the right boy? And the answer was, here. And they drove toward money. After they left, Mama was very upset. And Daddy was walking around, all he could say, he was saying, that's all he could say. I do know that you don't whistle at a white woman in Mississippi. And I was praying that they didn't kill him. I wasn't going to kill him, just maybe torture him a little bit and bring a kid back to his grandfather. When I'm laying there in the bed, waiting for them to bring him back. Every car that I would hear coming down the road, I thought it was them bringing him back. But then when it began to get turned towards dawn, I knew they weren't going to bring him back. Emmett a été kidnappé et il faut prévenir mamie. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou même un like. Et je vous dis à la prochaine pour la deuxième partie. Tchuss!